Bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Le Conseil des ministres du 30 novembre dernier a décidé de la liquidation ordonnée de 4 établissements du secteur agricole. La Société nationale de promotion agricole, la SONAPRA, la Centrale d'achat des intrants agricoles, l'Office national d'appui à la sécurité alimentaire, ONASA, et l'Office national de stabilisation et de soutien des prix des revenus agricoles, ONS. Le gouvernement indique dans sa décision que les fonctions de ces 4 structures ne sont plus pertinentes au regard de celles des directions départementales de l'agriculture, des 7 pôles de développement agricole et des 7 agences territoriales de développement agricole. Tout cela s'inscrit dans le cadre des réformes du quinquennat dans le secteur agricole. Que doit-on comprendre par rationalisation du cadre institutionnel du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche? Quel est le bilan financier des 4 structures en liquidation? Que revêt le terme liquidation ordonnée et qu'est-ce qui va germer sur les cendres des structures en liquidation? Quel sera l'avenir du personnel? Pour en débattre ce soir, nous avons sur le plateau M. Aguemon Dossa, directeur adjoint de la programmation et de la prospective du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Marat. Après monsieur Dossa, Irénée Zodécon, inspecteur général du même ministère. Bonsoir, monsieur Zodécon. Bonsoir, monsieur le journaliste. Monsieur Didier Dossel, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du développement rural, Sinatrader. Bonsoir, monsieur Dossel. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et puis enfin, Clément Cordopo, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la SONAPRA. C'est aussi le représentant du personnel au conseil d'administration de la SONAPRA. Bonsoir encore une fois. Bonsoir, monsieur Marat. Question bien simple, je ne sais pas, entre l'IGM et monsieur. Quand un profane entend liquidation d'une société, forcément, c'est que cette société a fait faillite. Est-ce que les 4 structures qui sont en liquidation sont en faillite? Je commence par monsieur Dossa, peut-être. Merci, monsieur le journaliste. Quand une société, quand on entend liquidation, ce qu'on comprend, est-ce que c'est la faillite? C'est une question essentielle. Je dirais oui et non. Ça peut être une question de faillite qui sous-tend la liquidation, mais ça peut être une fonction de pertinence au regard du contexte dans lequel nous trouvons, au regard comment dire, des changements institutionnels qui s'opèrent dans le secteur et peut-être au regard de certaines perspectives, de certains changements de vision qu'on envisage. Ma question, elle est précise. Oui. Est-ce que les 4 structures en liquidation sont en faillite, oui ou non? Je dis que on ne peut pas répondre par oui ou non. Vous allez m'excuser pour ça parce que ce n'est pas aussi simple de dire oui ou non. Parce que la question de liquidation, ce n'est pas seulement une question ce n'est pas seulement la dimension financière. Voilà, donc c'est important de le préciser. Aujourd'hui, c'est une question de pertinence. Au regard des changements que nous avons aujourd'hui dans le secteur, des nouveaux objectifs que le gouvernement se fixe, quel est le dimensionnement du ministère de l'Agriculture, du secteur agricole qui permet d'atteindre ces objectifs? Et est-ce que les instruments d'action publique que nous avons aujourd'hui permettent d'atteindre ces objectifs? C'est la question fondamentale. C'est important. Monsieur Zodécon, peut-être la question posée autrement. Si on regarde les bilans financiers, les bilans de façon globale, le développement de toutes ces structures, ONASA, Centrale d'achat des intrants agricoles, SONAPRA, si on doit faire en quelques minutes, quelques 2 minutes, le bilan de cette structure à ce jour, comment se présente ce bilan? Merci, monsieur le journaliste. Pour aborder la question, il faut reconnaître que nous sommes dans un contexte. Le chef de l'État, depuis sa prise de pouvoir et au cours de sa campagne, a dit qu'il faut réformer. C'est une révolution et que c'est un changement. Et un changement de mentalité dit que ce que nous avons l'habitude de faire, nous devons quand même essayer de... Je reviens pas les mots diplomatiques. Quand on réforme quelque chose, c'est que ça ne marche pas très bien. Oui, je reviens. Voilà. Les 4 structures sont des démembrements du ministère en charge de l'agriculture, donc on place au-dessus. Rendre service. Donc il n'y a pas question
de rentabilité qu'il faut rechercher. Si on doit aller au fond, c'est qu'on a constaté que ces structures, sur le plan pertinence, ne répondent plus. Car il y a un doublon qui doit se... Qu'est-ce que vous mettez dans la pertinence? La pertinence, ça veut dire quoi? Pour la même activité, plusieurs services concourent. Et les services auxquels il doit quand même essayer de faire, on a constaté qu'il y a certains piétinements et que la rentabilité n'existe pas. Donc, en termes clairs, les 4 structures en question, on a constaté que aujourd'hui, ça tourne autour de la question de la filière coton et que cette filière coton ne rentre plus dans le patrimoine du ministère de l'Agriculture, sauf l'ONASA qui s'occupe d'une activité commerciale qui est une activité qui est réservée au privé. Donc on y a en détail pour mieux expliquer. Monsieur le représentant le secrétaire général, pour être précis, du syndicat de la SONAPRA, j'ai posé une question, je m'attendais à avoir quelques chiffres, je ne les ai pas eus. Peut-être vous allez me donner. Quel est l'état de santé aujourd'hui de la SONAPRA que vous représentez? Des travailleurs en général. Oui, des travailleurs. Du ministère. Oui. Et il faut dire que c'est une nouvelle qui est tombée sur nos têtes comme une épée de Damoclès. On ne s'attendait pas du tout. Parce que quoi, la SONAPRA se porte très bien, répond à sa mission, n'est pas en dépôt de bilan. Quand vous dites que vous êtes surpris, pourquoi? Nous sommes surpris dans la mesure où, du 29 au 1er, il y avait une commission qui était en train de travailler à Boycon sur le cadre institutionnel et devait déposer son rapport. La commission n'a pas fini ses travaux quand déjà le Conseil des ministres proclame la dissolution, la liquidation de ces 4 structures. Au regard des réformes, on s'aperçoit, quand on prend le cas de l'ONASA, pour ne pas entrer dans les détails, l'ONASA ne joue pas un rôle commercial qui pourrait être absorbé par des privés. Une fonction sociale plutôt. Voilà, l'ONASA une fonction sociale, oui, est le bras opérationnel de l'État pour la sécurité alimentaire. On se demande quel est le privé qui pourrait assurer ce rôle. Voilà l'une des questions. Monsieur Zodekon a dit qu'il n'y a plus de pertinence. Quand on prend par exemple la SONAPRA, il a parlé de superposition, de rôle. Au niveau de la SONAPRA, là encore, au niveau de la superposition, il va falloir nous expliquer au niveau des réformes entamées, les transferts des attributions, pour que les travailleurs puissent vraiment savoir exactement ce qui se passe. En réalité et en conclusion, les travailleurs sont dans un vide. Ils ne savent pas à quoi se confier parce que les réformes sont des réformes exclusives et vous prenez un travailleur où qu'il se trouve, il ne sait pas à quelle direction il doit aller. Voilà un peu notre grande inquiétude au niveau des travailleurs. Très bien. Je pense que c'est plutôt mon ami qui représente la SONAPRA. Vous, c'est Sinaprader. Je me suis trompé dans la présentation au niveau de la SONAPRA. Je reviens avec la même question parce que je n'ai pas le sentiment d'avoir eu la réponse que je veux. Parce que les téléspectateurs vont quand même se poser une question. Est-ce qu'une structure qui marche, on doit la réformer? La SONAPRA se présente comment aujourd'hui? Est-ce que c'est une structure viable aujourd'hui, à l'heure où nous parlons? Oui, merci, monsieur le journaliste. Dire que la SONAPRA est une structure viable ou pas, je répondrai à la fois par oui et non. Oui, parce que si on s'en tient aux chiffres, à nos bilans, je crois que la situation financière n'est pas bonne. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais lorsque j'écoute l'IGM et qui avance la raison de pertinence et qui sous-tend les réformes en cours, et les raisons de superposition d'activités, et là je reste un peu perplexe, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce que même si l'état de santé de la SONAPRA n'est pas très reluisante, je crois quand même qu'il y a plusieurs manières de restructurer, de revitaliser l'entreprise. Pourquoi sommes-nous allés directement à la liquidation? Est-ce qu'on a envisagé des solutions allant dans le sens de la revitalisation? Pourquoi ce n'est pas envisagé? Pourquoi allons-nous directement à la liquidation?
C'est la question que vous posez. Je vais poser la question à monsieur Aguemon. Je reprends un peu les termes que le gouvernement a utilisés, puisque vous êtes revenu là-dessus. Le gouvernement explique que cette mesure s'inscrit dans le souci de cohérence, rationalisation, d'efficacité optimale, pour éviter, vous l'avez dit, monsieur Zodécon, la superposition. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il y a des structures déjà où c'est la réforme qui apporte ces structures. Est-ce qu'il y a des structures qui risquent d'avoir le même rôle que la SONAPRA, l'ONASA et les autres? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que nous rentrons dans le vif du sujet. Oui. Je tiens d'abord à remercier mes partenaires en face pour l'objectivité que j'ai lis dans leur intervention. C'est important de le souligner. Revenons maintenant à la réforme qui est en cours et expliquons-nous clairement. Je voudrais d'abord préciser qu'aujourd'hui, pour nous, l'agriculture, c'est le pilier sur lequel nous comptons pour porter le Bénin plus loin. Mais c'est un discours qu'on a déjà entendu. Exactement. Oui, nous l'avons toujours répété sans l'avoir jamais atteint. C'est important de le dire. D'accord. Et aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix parce que les piliers traditionnels de notre économie sont en train d'être ébranlés. Et ça, je ne vais pas trop insister ici là-dessus, mais nous les connaissons aujourd'hui. Et ça rend aujourd'hui, c'est pour nous aujourd'hui une obligation de faire en sorte que l'agriculture joue vraiment le rôle qu'on attend d'elle. C'est important. Alors, au regard de cela, et vu le passé, nous l'avons toujours chanté, c'est juste, mais je crois que les actions n'ont pas été toujours en cohérence avec ce discours que nous avons toujours tenu. Et je l'illustre. Il n'est un secret pour personne. Jusqu'à présent, c'est toujours le coton que nous avons mis au centre. Et nous avons chargé la SONAPRA comme un instrument principal pour promouvoir les filières au Bénin. Toutes les filières. Toutes les filières. Et quand vous parlez de filières, vous pensez à quoi? L'ananas Je fais faire recours au cajou, plan stratégique de relance du secteur agricole. Oui. Là, nous avons 13 filières qui ont été ciblées. Vous avez cité l'ananas, la noix de nacade, il y a la filière viande, lait, œufs, poissons, etc. Palmier à huile, peut-être. Palmier à huile, bien sûr. Et donc, voilà des chantiers sur lesquels nous devons travailler normalement pour promouvoir les filières. Mais il se fait que quand on regarde dans le rétroviseur, aujourd'hui, c'est surtout autour du coton que nous avons tourné tout le temps. Ça aussi, il faut le dire. Et vous savez, les zones cotonnières sont connues. Alors, que deviennent les autres producteurs qui travaillent sur les autres filières? Je crois que jusque-là, pour moi, c'est une injustice, n'est-ce pas, que de se concentrer sur une seule filière. Et en la matière, je crois que la SONAPRA a une certaine responsabilité. Ce que le gouvernement a décidé de faire aujourd'hui, le nouveau gouvernement a ciblé un certain nombre de filières. D'abord, les filières phares. Les filières phares, vous avez le maraîchage, vous avez l'ananas, l'anacade, et d'autres filières qu'il faut essayer d'accompagner. Donc même pas le coton, puisque vous ne la citez plus, cette filière. Le coton n'est pas une filière phare. Bon. Je vais être clair là-dessus, ce n'est pas une filière phare. On nous a toujours dit que c'est le coton qui tire la croissance. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement a dit, cette fois-ci, nous devons faire en sorte que nos producteurs, qui sont les exploitations agricoles, c'est plus de 600 000 au Bénin, considérés certainement de petits exploitants, il faut que tout le monde ait sa chance. Premier élément. Deuxième élément, il faut améliorer l'efficacité de l'action publique quand on parle d'agriculture. Ça veut dire quoi? Quand vous donnez de l'engrais coton au maïs, ça ne donne pas le même résultat que si c'est de l'engrais spécifique au maïs. Ça, c'est important. Quand vous donnez ce qu'il faut à l'anacade, c'est différent. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que jusque-là, les producteurs essayaient de s'allier, de faire alliance avec le coton pour divertir une partie des intrants sur les autres cultures. Ça pénalise à la fois le coton, mais ça pénalise aussi les cultures sur lesquelles ces intrants sont utilisés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le gouvernement dit, je voudrais maintenant rationaliser mes interventions. En faisant quoi? Il faut qu'on se centre sur les pôles de développement agricole. 7 au total. 7 au total. Ce n'est pas une nouvelle idée, en fait, la question des pôles. On a toujours parlé de zones agroécologiques au Bénin, et nous en avons 8. Le gouvernement, on a fait les réflexions avec des experts en la matière. Cette zone ont été définies. Et dans chaque zone, il y a des filières de tête. 2 filières de pont au niveau de chaque zone qui vont être promues. Ça, c'est un élément important. Ça veut dire quoi? Dès que cette décision est prise, dans chaque pôle concerné, les producteurs qui, normalement, sont ceux que nous devons mettre au centre. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque région, il y a une filière.
Je donne un exemple simple. Oui. Malanville, Karimaman, c'est un pôle de développement agricole. Et c'est quoi la filière portée? Là, vous avez le riz et vous avez le maraîchage. D'accord. Voilà un exemple concret. Voilà. Dans la zone des collines, là, c'est l'anacate qui est en tête. Dans la zone du sud, il y a le maraîchage et la pisciculture. Je vais me limiter là. Et pour une fois, la zone Zou-Colline et la zone Zakota jusqu'au Mono, vous avez l'arboriculture fruitière. Mais je n'ai toujours pas vu la superposition. Hein, Oui, c'est là où je voulais en venir. Alors, pour développer, pour animer les pôles de développement agricole, 2 instruments ont été prévus. Sur les pôles, il y a les agences territoriales de développement agricole qui vont travailler sur les pôles de développement agricole. Et c'est eux qui sont chargés de promouvoir les filières ciblées au sein de ces pôles. Et tous les biens et services pour arriver à cet objectif, c'est ces agences-là qui vont assurer ça. On va approfondir tout à l'heure. Je veux la réaction avant. Si je veux faire la rotation droite-gauche, je risque de donner plus de paroles. J'aurais voulu que les syndicalistes réagissent d'abord par rapport à ce que je viens d'entendre. J'ai comme l'impression que moi aussi je tombe des nues parce que jusque-là on nous a dit c'est le coton qui tire notre croissance. Je viens d'entendre que le coton n'est même plus la filière la plus, comment dire, la plus importante. Est-ce que vous réagissez par rapport à cela? Oui, tout à fait. Et à vous le dire, les partenaires sociaux ne sont pas contre les réformes. D'accord. Le MEP, depuis toujours, a été victime des réformes. Et comme vous le voyez, le DAPP, il fait de bonnes démonstrations. Et sur les papiers, c'est nickel, souvent. Mais à la mise en œuvre, c'est toujours des problèmes. Et les réformes ne finissent jamais au niveau du ministère avant que d'autres ne commencent. C'est le problème que nous avons. Il y a eu manque de communication. Et ces réformes sont tombées de façon exclusive. Les partenaires sociaux ne sont pas associés. Les travailleurs ne sont même pas informés. Ils ne savent pas à quoi se vouer. Nous, au niveau du Sénat-Trader, on s'est dit, vu le passé, où toujours c'est les beaux discours, il va falloir aller aux États généraux. Du secteur de l'agriculture. Le DAPP a ciblé le plan stratégique du gouvernement du secteur agricole. Le gouvernement a 5 ans. Est-ce que États généraux, ça ne nous amène pas? L'inconvénient, c'est que dans 5 ans, un gouvernement risque de revenir et de remettre tout en cause. C'est pour ça que nous disons qu'il va falloir régler de façon définitive le problème des réformes au niveau du ministère. Il y a le plan stratégique de développement du secteur agricole qui est en train d'être élaboré. Je vous ai demandé au DAPP si les réformes arrivent avec ce plan de développement. Nous pensons que non. Et notre plus grande inquiétude, c'est la communication qui n'est pas autour de ces réformes et le tissu social. Et quand nous parlons du tissu social, nous pensons que c'est ces réformes qui ont conduit au non-renouvellement du contrat des 1045 agents qui sont en souffrance aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes décidés à voir clair dans ces réformes. Et pour ne pas trop discourir, dans ces réformes où nous parlons de liquidation, de la SONAPRA surtout, à l'heure actuelle, il y a eu des décaissements. 12 milliards par-ci, 17 milliards par-là, à l'ONS 22 milliards. On se demande en réalité ce qui se passe. Non, je n'ai pas compris les décaissements. Qui a décaissé quoi? Il y a, disons, transfert au paiement de la SONAPRA à la SODECO. Nous voulons avoir clair, voir clair. Mais est-ce que c'est lié aux réformes qui sont annoncées? C'est pour ça que vous avez posé tout à l'heure une question très pertinente. Quand vous attaquez le volet financier, est-ce que c'est ça qui conduit aux liquidations? Quand il y a eu des décaissements où les travailleurs ne sont pas informés et on se dit qu'il y a du flou autour, où les décaissements se font de la société de l'État vers les sociétés privées, il y a de quoi se poser des questions. Très bien. Je vais alterner. Monsieur Zodé, quand vous allez peut-être poursuivre, il a parlé de 7 pôles de développement. Il n'avait pas fini son idée. Il a parlé aussi des 7 agences territoriales. Quelles vont être leurs fonctions pour qu'on sache concrètement s'il y a véritablement le doublon avec les anciennes structures? Merci. Tout à l'heure, je disais qu'effectivement, au niveau de la SONAPRA, il y a un problème. Et la SONAPRA, la licence... Mais on reviendra sur l'ONASA parce qu'ils l'ont évoqué, ce n'est pas une structure à vocation commerciale. Allez-y. Donc, la SONAPRA était en relation directe avec les anciennes
structures qu'on appelait cadres, qui sont au nombre de 6 dans tous les départements. Aujourd'hui, la réforme a donné 12. Ces filières étaient sous le parrainage d'une manière ou d'une autre de la SONAPRA. Et aujourd'hui, avec la création de pôles, en principe, les agences devaient quand même prendre ça en compte. Donc, si effectivement la SONAPRA existait, là où nous parlons de doublons. Et le seul actionnaire pour ces 4 sociétés, c'est l'État qui apporte. Mais en réalité, si aujourd'hui nous avons ces nouvelles créations, à savoir les 7 pôles de développement, les agences 7 et 12 départements, cela veut dire qu'en principe, la SONAPRA n'a plus sa raison d'être. Maintenant, si on regarde sur le plan administratif, financier, c'est une société qui est en état de cessation. Vraiment, c'est la situation financière. Vous parlez de la SONAPRA. De la SONAPRA. Elle doit de l'argent? Non. Ce que nous disons quand vous dites est que sa situation financière. Oui, vous allez comprendre. D'accord. Dans l'organigramme du MAEP, ça fait plus de 5 ans que la SONAPRA n'existe plus. Ah, donc expliquez-nous ça. Oui. Et que c'est une navigation à vue. Je suis vraiment content que le représentant du personnel qui siège, qui décide. Sinon, cette décision de supprimer la SONAPRA, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'a qu'à réagir rapidement. La SONAPRA n'existe pas depuis 5 ans, c'est ce que vous dites. Il essaie. Plus que... Vous devez savoir que la SONAPRA existe. Après, je suis là et je parle au nom de la SONAPRA. Bon, mais ce que je voudrais dire, M. Mara... Pourquoi il dit qu'elle n'existe pas, à votre avis On devrait la liquider depuis longtemps. Il est conscient. Non, la SONAPRA devrait subir une mutation dans l'ordre normal des choses, puisque, vous le savez, la seule filière bien structurée au Bénin, qu'est le coton, et porte, disons, l'empreinte de la SONAPRA. C'est la SONAPRA qui a structuré cette filière. Mais ça suppose ils ont quoi? dit qu'en fait, ce n'était pas l'unique mission de la SONAPRA. Bien sûr, ça, nous sommes d'accord là-dessus. Je voudrais dire que le savoir-faire pour développer une filière se trouve à la SONAPRA. Si vous me permettez d'aller... Oui, je vais vous permettre d'avancer, mais je veux que les téléspectateurs comprennent une chose. Ça veut dire que la décision de l'actuel gouvernement n'est pas quelque chose de nouveau. La SONAPRA devait être en liquidation depuis... Ils sont tous conscients. 5 ans, c'est ce que j'ai entendu, oui. Allez-y maintenant. J'en viens. C'est qu'ils ne sont pas très explicites dans ce qu'ils disent. Nous sommes conscients que la vie n'est pas une ligne droite. Et donc, le MAEP, comme la SONAPRA, s'il y a des changements qui impactent la SONAPRA et qui impactent le MAEP, ça ne gêne pas a priori les travailleurs. Mais tout réside dans la démarche. Et le camarade l'a dit, la démarche est exclusive. Les travailleurs veulent être associés. Il disait quelque chose, normalement depuis, je crois, 2012, la SONAPRA devrait connaître une mutation pour devenir une agence. Ça suppose quoi? L'idée de booster la promotion des filières et donc de conduire des réformes, notamment structurelles et institutionnelles, cette idée n'est pas nouvelle. Mais ce qui est nouveau et ce qui gêne, c'est le fait que les travailleurs ne sont pas associés. Et nous, on ne s'attendait pas, puisque sur la base de Dame Rumeur, peut-être que vous avez appris, on ne s'attendait pas à trouver la SONAPRA dans l'AOF du MAEP. Et donc, ça a apparu. Si depuis 5 ans, vous savez qu'il y a, que vous devriez être réformé, ça dépend des mots que vous utilisez, ça veut dire que vous êtes déjà au courant, vous êtes plus ou moins imprégné de la réalité. Ça ne surprend pas autre mesure. D'accord. Et nous le disons, nous mais l'implication dont vous parlez, c'est comment on devrait... l'association des travailleurs. Oui. Quelle est la dimension sociale et quel est le contenu de ces agences-là? Et je dis le savoir-faire, et vous ne m'avez pas laissé développer cela. Je vous laisse. Je dis le savoir-faire de la SONAPRA en matière de promotion, de développement des filières, ce n'est pas à discuter. C'est un savoir-faire avéré. Et je voudrais demander à nos patrons d'en face, est-ce qu'au niveau du MAEP, il y a une structure en dehors de la SONAPRA qui a pu développer une filière? Et quelle est cette filière? Et je dis, la filière sur laquelle nous nous accordons unanimement, qu'elle a été portée à maturité, et c'est la mission de la SONAPRA, c'est la filière coton. Et depuis 2009, disons 2008 précisément, l'État a transféré cette activité au privé. Et la SONAPRA devrait
se recentrer sur sa mission originelle de diversification de production des filières. Nous sommes conscients de cette mission-là. Mais les perturbations qui sont intervenues et qui ont fait que la SONAPRA n'a pas accompli efficacement sa mission dépendent de nos dirigeants, des politiques. Pourquoi? Puisque l'orientation qu'on donne à la SONAPRA, ce n'est pas la SONAPRA même, ni les dirigeants sociaux de la SONAPRA qui en décident. C'est les politiques, c'est le gouvernement. Il y a une politisation bien sûr, d'un outil de développement. D'un outil de développement. Politisation à outrance d'un outil de développement. Et c'est ça qui crée tous les problèmes. Ça signifie quoi? Quand on dit politisation d'un outil de développement, ça veut dire quoi? La désignation des directeurs, tout ça répond, je ne sais pas, à la politique du gouvernement qui est en place. Bien sûr, M. Mara, vous le savez mieux que moi. Bon, je ne suis pas censé le savoir mieux que vous. Ce n'est pas un sujet tabou. D'accord. Oui, vous voulez réagir par là? Des précisions. Oui, au fait, quand on dit que la SONAPRA depuis 5 ans devrait être liquidée. Ce n'est pas liquidé. Non, liquidé. Transformé. Ce n'est jusqu'un changement de nom. Ah. La SONAPRA officiellement s'appelait AB Profa. Pardon? AB Profa. Ça veut dire quoi? C'est une alliance générale pour la promotion agricole. C'est dit en d'autres termes, juste un changement de nom. C'est les mêmes attributions. Ce n'est pas une affaire de liquidation ni de réforme. Mais la volonté politique n'avait pas voulu faire disparaître le nom SONAPRA. Et les politiques et les cadres, tous sont comptables de ce désordre auquel nous assistons aujourd'hui. S'il y avait eu des cadres vraiment justes et nobles. Quand vous dites cadre, vous parlez de vous-même aussi ou nous-mêmes, nous n'avons pas le pouvoir de décider. Si on était peut-être associés, on pouvait dire. Mais quand vous êtes associés et vous faites des propositions au haut niveau, est-ce que c'est pris en compte? C'est là encore le mal. Donc, SONAPRA à la place d'AB Profa, ce n'est qu'un changement de nom. Mais les attributions devraient être les mêmes. Les mêmes. D'accord. Donc, ce n'est pas exactement... Oui, monsieur Zodécon veut... Je les reprends. Ah. En principe, en matière de... Vous dites que ça devrait être liquidé depuis 5 ans. Ils veulent intoxiquer le monde. Ah. Vous savez pourquoi? Non. C'est une société. Lorsqu'il y a transfert, il faut liquider. Là, ils le savent. Ils ne veulent pas quand même le dire. Comment ça veut dire que vous allez prendre l'actif d'une société à une autre? Appelez les choses par nom. Ils disaient qu'ils n'ont pas fait le droit commercial, ils le savent. Parce qu'il y a une technique. Moi non plus. Oui, il y a une technique pour quand même passer d'une société à une autre. Parce que ce n'est pas le même actif. Si cette société avait des dettes, vous voulez donner ça à la nouvelle, c'est pour ça que le mot approprié, on appelle ça liquidation. Très bien. C'est ça. Donc, soyez très sûr qu'il faut essayer de partager le temps de parole. Oui, allez-y. Moi, je crois qu'aujourd'hui... Ce n'est pas simple, mon rôle. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans d'une décision gouvernementale et que cette décision est partie d'une volonté populaire. Il impute un peu la responsabilité de l'échec de la SONAPRA à tout le monde, y compris vous. Y compris vous aussi. Parce que, étant donné que... Ici, il dit que la SONAPRA est un outil trop politisé, voilà ce qu'il a dit. Du moment où... Quelle a été sa contribution en tant que syndicaliste et membre du conseil d'administration? Et c'est l'organe le plus puissant pour décider les directives. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il n'a qu'à sortir des preuves pour dire, en son temps, j'ai crié pour dire qu'il y a une mauvaise gestion. Vous savez, ça a été toujours comme ça. Les cadres du Bénin élaborent les tests les plus corrects. Vous avez utilisé un mot, sans vous couper, je crois que vous avez eu suffisamment de temps d'antenne avant que j'arrive à... Okay. Oui, vous allez avoir votre temps. Il a utilisé un mot que je voulais qu'on clarifie. On a dit politisation d'un outil de développement et lui, il a ajouté mauvaise gestion. Si je prends les 4 structures, est-ce qu'elles ont été bien gérées? Monsieur, peut-être que vous êtes du syndicat national des travailleurs. Je pense que c'est très simple. Le SINATRADER a toujours dénoncé la mauvaise gestion à travers des écrits. Globalement, ceux qui nous regardent doivent se dire la SONAPRA a été mal gérée, l'ONASA a été mal gérée, l'ONS a été mal gérée, la centrale d'achat des intrants mal gérée. Est-ce qu'on retient cette idée? On ne peut pas l'affirmer, surtout au niveau de l'ONASA. D'accord. De l'ONS aussi. Au niveau de la SONAPRA, c'est fait juste. Les volontés politiques ont fait que la SONAPRA a été mal gérée. Mais de l'autre côté, nous avons la chance, l'IGM est là, qu'elle a été
réellement leur contribution. Le sénateur a toujours dénoncé. IGM. Si vous permettez, oui, M. Mara. Oui, non, attendez, le DAPP n'a pas eu. Vous avez, l'IGM a répondu. Je voudrais écouter quand même le DAPP qui a gardé le silence pendant. Merci beaucoup, pendant monsieur longtemps. le journaliste. Oui. Et j'aimerais d'abord rebondir sur quelques assertions de mon ami de la SONAPRA qui disait de doiter une autre structure qui a promis une filière Bénin en dehors de la SONAPRA qui a promis le coton. Je voudrais dire que c'est pas si cohérent que ça, parce qu'on n'a pas mandaté une autre structure pour promouvoir une filière, et donc on ne s'attend pas à ce qu'on doite une autre structure qui a promis une filière au Bénin. Ça, c'est un élément important qu'il convient de souligner. Alors, c'est intéressant quand nous parlons de politisation de la SONAPRA. Mais si, d'année en année, de décennie en décennie, tous les gouvernements qui sont passés n'ont pas pu se libérer de cette politisation de la SONAPRA, ça devient une tendance lourde qu'il faut arrêter. Et je crois que ça ajoute aux raisons qui militent en faveur du démantèlement de cela. Bien entendu, ce n'est même pas cela qui avait été considéré. Les agents sont à la base et prennent en charge la promotion des filières avec une proximité avec le producteur qui doit être notre préoccupation. Le MAEP n'est pas là pour promouvoir des cadres, c'est promouvoir l'agriculture pour donner une meilleure vie aux producteurs et rendre l'agriculture attrayante. Donc ça, c'est un élément intéressant. Maintenant, le défi que nous tous nous avons, c'est de faire en sorte il a dit que ces agences-là... Qu'est-ce que vous avez fait pour éviter la politisation de... Oui, ça c'est une question difficile. Et ce n'est pas facile non plus à faire. Ça, vous le reconnaissez avec moi. Mais ce que je veux dire, c'est que le défi que nous avons aujourd'hui en commun, tout le monde, c'est de faire en sorte que cette politisation dont la SONAPRA a été victime et qui est pointée comme étant l'un des facteurs ayant contribué à ce qu'elle ne soit pas performante, ne se reproduise pas à la base au niveau des agences en lesquelles nous plaçons espoir aujourd'hui. Et ça, je veux dire, il faut être humble quand on rentre dans la politique publique, dans l'action publique. Déjà, l'action individuelle, c'est trop difficile pour que vous soyez sûr des résultats que vous allez atteindre. Mais quand c'est encore une action publique, c'est plus compliqué. Et à ce propos, nous ne sommes pas des naïfs quand nous parlons d'agence. Non. Nous savons que le chemin sera difficile. Mais il faut être vigilant sur chaque point, être prudent pour apporter les corrections qu'il faut au moment où il faut. De temps en temps, c'est peut-être intéressant de temps en temps de nous rappeler les fonctions de ces agences-là. C'est elles qui vont mettre en œuvre... Par exemple, la question des intrants. Oui. Si je prends ça. Oui. Dans sa zone d'intervention, c'est l'agence qui est chargée d'identifier les besoins en intrants. D'abord, il y a un processus national qui nous permet très bientôt d'avoir une cartographie du sol, des sols du Bénin, pour savoir telle culture dans telle zone, quel est l'intrant, par exemple la formule d'engrais qui lui convient. Mais pourquoi on n'a pas fait tout ce que vous dites là avant de procéder à la réforme et à la liquidation? Vous dites maintenant on va se mettre à chercher... Non, c'est des actions qui sont menées en parallèle. D'accord. Ça, c'est un élément important qu'il faut souligner. Okay. Et le président de la République a un résultat à donner aussi à la fin de son mandat. Vous savez, il y a plusieurs façons de voir les politiques publiques. Certains disent la décision précède l'action. D'autres disent l'action précède la décision. On peut combiner, on peut naviguer sur les deux terrains. C'est trop philosophique. Monsieur l'IGM, voilà. Je pose une question. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, j'avais un élément important, parce qu'il a soulevé un élément très important. Oui. Il dit, en 2021, il se préoccupe que le gouvernement qui arrive balaie tout ce qui est là. Et ça, c'est important à retenir, c'est un point d'attention. Alors, nous avons un défi durant ce mandat-ci, c'est de faire en sorte que la loi d'orientation agricole puisse avoir corps. Et stabiliser. Et qu'elle puisse durer dans le temps. Exactement. Quand c'est une loi d'orientation, on ne vient pas pour faire n'importe quoi. Nous avons une expérience au ministère où j'ai fait un calcul en temps où un ministre vient y faire à peu près 18 mois. 18 mois, vous n'avez pas le temps de faire grand-chose. Alors, avec la loi d'orientation agricole, ça va stabiliser toutes ces réformes importantes qui sont en train d'être faites. Et donc, il ne s'agira pas pour quelqu'un de venir pour défaire. Très bien. Un autre élément, si vous permettez, je vais m'en arrêter là. Il a dit quelle est la place de ces réformes par rapport au plan stratégique de développement du secteur agricole qu'on est en train d'élaborer maintenant. C'est en plein dedans. Je ne peux pas venir ici pour dire des contre-vérités que vous pouvez vérifier demain matin. Je rassure mon ami, c'est dedans. Et un autre point, il a dit que le processus, pour eux, ce n'est pas participatif. Il peut avoir raison, il peut ne pas avoir raison. Mais ce qui est clair, pour concevoir, il faut qu'un noyau conçoive, lance ça dans la foule
Et nous débattons, et il doit reconnaître, actuellement, nous sommes dans un processus de débat autour de ces réformes. IGM, on va faire un peu d'explication de texte avant de poursuivre le débat. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais il faut approfondir. Liquidation ordonnée, ça veut dire concrètement quoi? Est-ce que le liquidateur est déjà désigné, nommé? Merci. Ordonnée. Et quand on dit liquidation ordonnée, dans un français dans un terre à terre, oui. c'est qu'on devait faire le point des actifs et le point des passifs pour quand même voir ce qu'on peut conserver, ce qu'on peut rejeter. En termes clairs, il y a le côté social qu'on voit. Maintenant, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui a de gangrène. Si on n'arrive pas à essayer de couper, soyez très sûr que la mort surviendra facilement. De quoi s'agit? Aujourd'hui, les réformes ont montré que si nous ne pouvons pas passer par là, on doit échouer. Mais on n'a pas le droit d'échouer. Vous savez, le chef de l'État a tout fait pour avoir son programme d'action. Il y a son budget qui doit être voté. Et le volet agriculture prend une part importante et d'un jour à l'autre, il y aura les requêtes de financement et on doit les défendre. Les réformes qui feront que aujourd'hui les bailleurs de fonds vont nous prendre au sérieux. Nous avons vu que nous avons tâtonné et chacun d'entre nous est responsable. Quand on parle de cadres, ils sont cadres. Et aussi, mon ami qui est là, le représentant du personnel au sein de la SONAPRA, il y a sa part de vérité. En termes clairs, on peut montrer qu'aujourd'hui, liquidation ordonnée, c'est que nous devons tout faire pour montrer que, tel que nos partenaires sont en train de dire, à jeter les gens dans la rue, ce n'est pas ça. Oui, on va parler du social tout à l'heure, mais oui. Le concept en lui-même, ça veut dire que le processus est encore long. Vous me dites qu'il faut déterminer le passif, l'actif, etc. Et aujourd'hui, on n'a même pas nommé le liquidateur, la mission qui sera confiée à ce liquidateur, on ne connaît pas. Donc nous sommes au début du processus et qu'on prendra en compte tout le monde pour que la paix puisse arriver, parce que nous avons une expérience au Bénin. Nous avons les beaux tests. Ce sont les hommes qui sont appelés à les appliquer. Avant que je donne la parole aux syndicalistes, ils ont donné un exemple concret. Ils ont dit que l'ONASA avait une mission de garantie de sécurité sociale. Est-ce que, après la liquidation, on pourrait imaginer que cette garantie peut être assurée? Il faut préciser que l'ONASA n'était pas créé pour quand même vendre. C'était en 2008. Mais la fonction s'est imposée parce qu'il y a la spéculation. La famille était arrivée oui. Et on a confié à ce ministère, par l'intermédiaire de l'ONASA, de rapprocher les produits auprès de ces populations. C'est pour éviter la spéculation. Donc c'est pour vous dire que c'est une situation conjoncturelle. En principe, ça ne doit pas durer longtemps. Quand la famille est passée, en principe, l'ONASA devait reprendre sa attribution ancienne. Qui était quoi? Qui était de sécuriser et aussi mettre à la portée des gens les aliments de bonne qualité. C'était son attribution. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une concurrence qui ne dit pas son nom. À travers les boutiques témoins, on constate qu'il faut laisser, parce que ces bonnes femmes, ces privés, contribuent par l'intermédiaire des taxes qu'elles payent. Or, notre recette est basée sur les taxes. À travers ça, l'État ne paye pas des taxes. Monsieur le représentant oui, réalisez surtout par rapport à la garantie qu'il apporte. Il a dit que les syndicalistes peuvent être tranquilles, le personnel sera pris en compte. Vous réagissez comment par rapport à ça? Non, c'est des discours auxquels nous sommes habitués, mais c'est l'effectivité qui pose problème. L'effectivité qui pose problème, puisque l'IGM le sait, on a échangé. Nous, personnellement, au niveau du central, ne sommes pas contre les réformes. Nous avons appelé de toutes nos forces ces réformes. Et l'IGM, vous savez que personnellement, je vous ai écrit depuis 2014
plusieurs fois pour que vous puissiez diligenter des commissions, une mission d'investigation à la SONAPRA, sans suite. Et ce que j'ai souffert dans ce sens, vous le savez personnellement. Et donc, dire sur un plateau que les syndicalistes n'ont rien fait pour éviter la situation... Oui, ça on l'a déjà dit, mais est-ce que je voudrais revenir là-dessus. Est-ce qu'il rassure au moins les travailleurs que vous ne serez pas laissés... Je dis c'est des discours auxquels nous sommes habitués. Pourquoi? Parce qu'en 2008, lorsqu'il s'est agi de la section de l'outil industriel de la SONAPRA, déjà le Conseil des ministres qui a décidé de la question a abordé la question du volet social. Aujourd'hui, ce qui inquiète les travailleurs d'APP, je vous le dis, ce qui inquiète les travailleurs, c'est qu'on décide de la liquidation de ces sociétés et qu'on ne pipe mot sur le sort des travailleurs. Et c'est ça il vient de rassurer. Non, ils ne sont pas rassurés, puisqu'il y a eu des voix plus autorisées. Vous m'excusez, c'est des aînés, je les respecte, que les leurs, qui nous ont dit des choses et le lendemain, on a vu le contraire. Le camarade l'a dit. On a associé les travailleurs, les partenaires sociaux à des réflexions et ces réflexions sont en cours et en Conseil des ministres. Ce sur quoi ces partenaires et l'administration sont en train de tabler, de réfléchir, il y a une décision qui sera en Conseil des ministres. Dans ce contexte décisionnel, comprenez que les travailleurs ne puissent pas être rassurés. Une question qui ne va surtout pas nous rassurer, une question que j'adresse à monsieur le secrétaire général du SINAPRADER. Quand j'ai lu la documentation, le gouvernement dit avoir fait clairement l'option de mieux faire jouer au secteur privé son rôle dans le secteur de l'agriculture. Alors, c'est plus d'inquiétude. Est-ce que ça signifie, vous allez y répondre, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de voir qu'il va être cédé, enfin, toutes ces structures vont peut-être être cédées au secteur. Est-ce qu'il y a cette crainte? Cette crainte est tellement justifiée qu'on ne pourrait même pas passer à côté. Pour simple raison, quand vous prenez les 1045 recrutés, pour revenir un peu sur ce que l'IGM vient de dire, oui, la crainte existe. Oui. Les 1045 ont été recrutés pour booster la production cotonnière. Et ces 1045 ont un contrat administratif. Ils ont fait déjà 4 ans d'expérience au niveau du ministère. Vous pensez prendre les travailleurs en compte et au même moment, vous refusez de renouveler le contrat de ces agents. Est-ce qu'il n'y a pas sujet à inquiétude? Mais par rapport à la question posée, l'inquiétude existe. On ne peut pas transférer le tissu social. Quand je parle de tissu social, l'ONASA par exemple, qui assure la sécurité alimentaire, ne peut pas la transférer à des privés. C'est extrêmement grave. Le fait qu'on voit à travers les réformes, je pense que nous sommes à un niveau de développement où aujourd'hui ce serait tellement préjudiciable. Parce que quand on fait une analyse objective, on a l'impression que le producteur devient l'esclave, le privé, le bourgeois, qui investit, récupère et commercialise. Et c'est dans cette optique, on va directement pour supprimer la SONAPRA. C'est pour ça que nous disons, il va falloir qu'on s'asseye et qu'on voit les pour et les contre afin que ces réformes puissent aboutir et donner un bon résultat vraiment applicable pour le public. Mais j'ai bien peur que ce ne soit trop tard, M. Zodécon. Oui. Je vous pose une question claire. Quand j'ai lu cette phrase dans le point de presse du ministre d'État qui dit que le gouvernement dit avoir fait clairement l'option de mieux faire jouer au secteur privé, disons, son rôle dans le secteur agricole, est-ce que ce qui se passe n'est pas une privatisation qui ne dit pas son nom? Est-ce qu'on ne va pas dire, voilà, on a liquidé tout, maintenant, un repreneur, un liquidateur, un repreneur, et on remet ça au privé? Non, et le privé, tout le monde se fait une idée de qui ça pourrait être, qui est le patron dans le secteur agricole. Je n'ose pas parler plus fort, mais est-ce que ça ne va pas aller au privé plutôt? Si vous m'avez écouté... Je vous ai bien écouté. Peut-être que je n'ai pas bien compris. Je vais encore expliquer. Voilà. Si nous prenons chacune de ces structures exerce des activités plus ou moins commerciales. D'accord. Prenons le cas de l'ONASA. Je viens de le dire. Les boutiques témoins font des activités commerciales. C'est vrai. Si nous prenons la SONAPRA livre des engrais. Et la SONAPRA a cédé
cette fonction à la CAIA à travers les différents secteurs agricoles par le CADER. Dites-nous, aujourd'hui, le temps urge. Est-ce qu'il est possible, c'est une hypothèse, est-ce qu'il est possible que cette structure soit cédée au privé? Soyez très sûr, nous avons décidé quelque chose à l'issue de la conférence nationale. Il y a certaines activités qui doivent sortir du secteur public. Donc celle-là, certainement. Oui. Ah, bon, donc ça veut dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, cette activité qui doit générer des revenus ne doit pas être gérée par le secteur. Vous avez entendu, oui. Vous voulez dire... Je vais vous donner la parole, monsieur. Bon, on a très peu de temps, soyons très courts. Parce que... Je partage. Donc il est possible que les structures... Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que... Il a dit qu'elles exercent des activités commerciales qui peuvent être donc cédées au privé. Oui, la Sorapra, c'est d'abord une société à caractère... Pourquoi ce n'est pas possible? Non, j'en viens. C'est une société à caractère commercial et industriel. Et donc c'est une société, disons, commerciale. Nous cherchons le profit dans nos activités. Mais, M. Mara, une société qui est complètement déconfiture et dont le poids du passif est écrasant. Mais un privé peut bien vouloir le prendre. Quel privé va vouloir? Et les perspectives d'un avenir radieux ne sont pas envisageables à court terme. Je ne vois pas que ça puisse inciter un privé. Mais la réforme, comme je le dis... Oui, mais si vous, comme vous le dites, la société est en déconfiture, même un privé n'en voudrait pas, pourquoi pensez-vous qu'elle est encore viable? Puisque vous semblez continuer à la défendre. Non, je risque de me répéter, puisque dans notre mot introductif, que ce soit le camarade... Vous dites que vous n'êtes pas contre. On n'est pas contre les réformes. Nous avons souligné quelque chose, et je voudrais revenir là-dessus, que c'est un processus exclusif. Et donc, ça, c'est là le danger. Et il faut essayer de creuser cela. Nous avons voulu aborder ça sous un autre angle, en parlant de la dimension sociale. À notre attendement, les nouvelles structures qui sont créées sur la base d'une nouvelle cartographie définie sont bonnes. Mais ces structures, c'est normalement l'amont des 4 structures dissoutes qui devraient constituer ces structures-là. Et on n'a pas cette garantie-là. Qu'est-ce que je voudrais dire concrètement par là? Les 7 agences, ou les 7 pôles, ou les 7 agences qui sont créées, devraient reprendre les travaux de la SONABRA. Et ce qui est à la base de la déconfiture de ces sociétés, je l'ai dit, c'est la politisation. Et que l'État s'engage à ne plus politiser ces agences-là. Aujourd'hui, nous sommes gênés qu'il y ait des réformes cycliques. Rassurer que les travailleurs peuvent être repris. Non, il faut quand même préciser. Ah, les travailleurs il faut d'abord préciser que la composition du personnel de ces structures, il y a 2 sortes. D'accord. Il y a les APE, et les conventionnés. Les APE qui sont en situation de détachement vont retrouver l'État dans leurs structures. Et maintenant, il y a une partie congrue qui constitue... Les conventionnés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Les conventionnés, il y a la compétence. Si effectivement... Il ne faut pas que la compétence soit politique. D'abord, ce personnel a un avantage sur les autres. Car il y aura des concours, appels à candidature à travers ces agences. Ceux-là ont de la compétence, peut être facilement. Monsieur, donc, ce n'est pas grave. Vous voulez réagir? Et maintenant, je vais d'accord, parce que attendez, parce que chaque fois. Le temps. Oui, le temps. Il a parlé de 1045. Il est revenu plusieurs fois. Non, il faut qu'on dise la vérité. Il y a un accord entre le ministère et ses agents. Le premier contrat a dit que le contrat ne sera jamais renouvelé. Merci. Donc, quand on compte 4 ans, c'est archi faux. D'accord. Vous voulez très rapidement, par rapport à ce qu'il dit. Il a dit les APE vont rester, les autres peut-être appellent la candidature. C'est extrêmement grave et je pense que c'est là où il y aura des problèmes au niveau du ministère. Ah bon? Les travailleurs ne seront pas victimes de gâchis organisés par les politiques. Merci. Monsieur Aguemon, une question précise. Les gouvernements précédents nous ont fait pas mal d'annonces. Quand je prends celui qui est parti, le gouvernement défunt, il parlait de puissance agricole. Nous avait promis puissance agricole à l'horizon 2015, c'est déjà passé. Aujourd'hui, on nous annonce dans les 5 prochaines années un plan d'investissement massif afin de répondre à l'augmentation des besoins alimentaires et l'accès au marché extérieur.
C'est encore un discours de promesse. Qui va financer ce plan de développement? C'est le privé? C'est qui? Je vous remercie. D'abord, je voudrais dire, il y a un changement. Ce n'est pas que des phrases. Il y a des indicateurs clés qui sont annoncés et sur lesquels, en son temps, nous pouvons juger l'action, je ne dirais pas du gouvernement, mais des acteurs du secteur agricole. Parce que là, il faut aussi noter la différence. Aujourd'hui, il y a une certaine interaction entre les acteurs du secteur agricole, qu'on ne peut plus parler aujourd'hui de l'action du gouvernement, mais c'est l'action du secteur. C'est important de le dire. Je donne un exemple d'indicateur clé. Aujourd'hui, nous produisons de l'anacade, qui se positionne plus ou moins en deuxième position après le coton. Et il y a une année même où c'est passé en première position en termes de recettes. Mais après, nous transformons aujourd'hui 2% de notre position d'anacade au Bénin. Qu'est-ce que le gouvernement a dit? Le gouvernement a dit, je voudrais que d'ici 2021, 50% de notre production soit transformée au Bénin. Aujourd'hui, les gens prennent nos noix d'anacade, vont jusqu'en Asie pour transformer, pour l'exporter en Occident. Est-ce que nous, on n'a pas un avantage à le faire ici et à l'exporter directement en Occident? Mais quand on nous a annoncé la puissance agricole, c'était avec autant de détermination aussi. Non, je crois que la question, aujourd'hui, nous avons des chiffres. Et ça, je vous le dis. Je le dis d'autant plus que j'ai été impliqué dans le processus d'élaboration du PSRSA qui parlait de puissance agricole. Nous avons beaucoup plus de chiffres aujourd'hui sur lesquels nous pouvons suivre. Nous avons, quand on parle de pôle développement, nous voulons développer dans Karimaman et Malanville le maraîchage et le riz. Vous l'avez dit. Quand on le dit, mais c'est un contrat social que nous faisons avec les producteurs là-bas. Très bien. S'ils n'ont pas de la matière pour produire du riz, transformer du riz, vendre mieux le riz ou les produits maraîchers, ils ont de quoi demander de compte au gouvernement. On va faire un dernier tour de table parce que le temps, ça va très vite, 52 minutes. C'est juste parce que et nous sommes 5. On va faire un dernier tour de table, à commencer par les syndicalistes. Réforme, on a expliqué un peu ce que c'est que la liquidation ordonnée, c'est bien cela. Qu'est-ce qu'on se dit à la fin de l'émission? Qu'est-ce que les syndicalistes souhaitent? Comment ils voient l'avenir de l'agriculture avec toutes ces réformes? C'est votre mot de fin, de conclusion. Oui. En tant que Béninois patriotes, nous voulons que notre secteur agricole se porte mieux, plus que par le passé. Et aujourd'hui, je suis personnellement gêné que le riz que je mange vienne de l'extérieur, que ça ne soit pas le riz produit localement. Je suis gêné de prendre de la viande importée, alors que nous avons la possibilité de produire cette viande sur place. Et donc, la vision du gouvernement n'est pas mauvaise, elle est bonne. Nous sommes conscients aussi, et il faut le dire et souligner, que la situation patrimoniale de notre société, la situation financière et même la qualité de la gouvernance laisse à désirer. Nous sommes conscients. Mais ce que nous soulignons et nous réaffirmons cela, c'est que les réformes sont annoncées, préparées, on ne sait où, sont annoncées du jour au lendemain, ça tombe sur nos têtes, et jusque-là, les partenaires sociaux ne sont pas associés. L'IGM le sait, pour répartir le personnel ou pour traiter de la question du volet social, il y a un cadre approprié, légal, régi par la loi 98, qui définit cela. Et ça me gêne aujourd'hui que, pétri d'expérience, on occulte cet aspect. Merci. Nous voulons contribuer au développement de notre pays et ça ne peut qu'être les Béninois qui vont le faire. Nous, travailleurs de la SONAPRA, de l'ONASA, de la CIA, c'est nous qui allons développer les pôles. Merci infiniment. Votre mot de conclusion. Oui, comme on l'a dit, nous ne sommes pas contre les réformes. Il va falloir d'abord définir la problématique, le cadre logique de ces réformes, impliquer tous les acteurs au niveau de ces réformes. Notre inquiétude au niveau du Sénat, nous l'avions dit, il va falloir qu'on réfléchisse doucement et qu'on arrive, comme l'a dit le DAPP, à une loi d'orientation du secteur agricole. Mais tel que ça se dessine, nous n'osons pas dire que nous sommes un peu pessimistes. DAPP, votre mot de conclusion. Mot de conclusion, merci monsieur le journaliste. Je voudrais dire que je comprends l'inquiétude des uns et des autres, mais la liquidation, je crois que ça va se faire selon les règles de l'art. Je crois que c'est important que les travailleurs aient ce message, ça c'est un élément important. Et deuxième élément, nous avons aujourd'hui, me semble-t-il, une chance unique de faire autrement les choses au niveau du secteur agricole pour que le producteur dans son village se sente mieux et que cela contribue à réduire la pauvreté dans notre pays.
Je crois que c'est l'essentiel autour duquel nous pouvons nous entendre en mettant le producteur au centre. Si on s'entend sur ça, le reste, on va gérer. IGM, vous avez le mot. Conclusion. Merci. Et pour terminer, il faut quand même retenir quelque chose. Est-ce que nous voulons le changement? Est-ce que nous voulons la rupture? Nul ne sera de trop. Le secteur agricole, c'est le poumon de notre économie. Et que nous devons tout faire pour accompagner ces réformes dont le bénéfice est pour nous tous. Personne ne viendra construire notre pays. Nous sommes tous des Béninois. Donc, pour écouter, une réforme, c'est suicidaire. Et que j'appelle les uns les autres pour accompagner le chef de l'État, pour que l'agriculture puisse prospérer. Merci. Merci, inspecteur général du ministère. Dossier du dimanche, c'est terminé. Nous avions consacré cette émission aux réformes dans le secteur agricole avec comme invité Irénée Sodécon, l'inspecteur général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Aguemon Dossa, DAPP, c'est-à-dire directeur adjoint de la programmation et de la prospective du même ministère, Didier Dosset, secrétaire général du Sinatrader, et puis Clément Kodokpo, secrétaire général du Centra Sonapra. Merci à tous mes invités, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette émission pour nous suivre. Merci à l'équipe technique. À dimanche prochain.